Subaru a décidé que ça leur tentait de vendre des véhicules électriques, donc ils nous arrivent avec deux nouveautés là, pour l'année modèle 2026. Un rafraîchissement assez substantiel du Solterra qui n'est pas disponible pour 2025 au Canada, et le Subaru Trail Seeker. C'est quoi ça, le Subaru Trail Seeker? On en reparlera un peu plus tard dans l'épisode. Puis aussi, je voulais faire une mise au point sur la Kia EV4 qui a eu ses spécifications américaines de dévoiler. On va faire une petite conversion d'unité pour le marché canadien. Ça devrait être pas mal ça. Donc, un peu plus d'informations là, par rapport à la dernière fois qu'on en a parlé. Donc, un épisode bien rapide à la bonne franquette, mais on va quand même entrer dans le vif du sujet. Allons-y. Donc, on va commencer par Subaru. Subaru qui, au Salon de l'Auto de New York, nous a présenté le Subaru Trail Seeker. Très intéressant. Il l'avait annoncé là, qu'il allait amener un nouveau modèle électrique là, pour l'Amérique du Nord, même que c'est un modèle global. Puis moi, j'avais pas vraiment d'idée ça allait être quoi. Je m'attendais plus que ça soit une version du Toyota CHR+, là, qui est en Europe, qui est un véhicule sur la même plateforme que le BZ4X, mais c'est un véhicule plus petit. On pourrait penser à Hyundai Kona EV là, dans ce gabarit-là, mais c'est pas le cas. Le Trail Seeker, en fait, c'est un véhicule plus gros que le Solterra, mais c'est sur la même architecture que le Solterra et le BZ4X. Donc, essentiellement, on parle d'un véhicule qui est 15 cm plus long. Donc, pensez à une version long empattement du BZ4X ou du Solterra pour le Trail Seeker. Donc, plus gros, plus d'espace cargo. Mais pour ce qui est de la mécanique, ben là, on va chercher la même chose que dans le Solterra que je vais parler après. On parle d'une nouvelle batterie, d'une nouvelle chimie de 74,7 kWh, puis une autonomie... Là, ça va être une autonomie EPA. Là, on parle de 260 000, mais c'est 420 km. Donc, on peut s'attendre à 420 km NRCan. Assez intéressant. Capacité de remorquage de 3500 livres, donc à peu près 1500 kg. Ça aussi, ça semble compétitif. Écoutez, c'est ça, je vous dis, là, comme Subaru est arrivé, là, il a pris la liste là, du cahier des charges. Il a regardé ce que la compétition fait. Mettons Hyundai, Tesla, Volkswagen... et les autres, Ford aussi. Puis ils ont dit, OK, on va aller chercher cette boîte-là, cette boîte-là, cette boîte-là. Aussi, on parle de batteries. Là, on parle dans la relâche de presse de préconditionnement en température froide. Écoutez, c'est fou. On se croirait dans un futur que je pensais qu'il n'allait jamais exister. Subaru, / Toyota, parce que vous comprenez que les grosses décisions d'ingénierie, c'est pas mal Toyota qui les prend pour Subaru, surtout qu'ils fournissent l'architecture à Subaru pour, entre autres, leurs véhicules électriques. On est allé chercher de la performance de recharge rapide. Mais il faut lire entre les lignes. Parce que dans la relâche de presse, puis ce que je vais dire s'applique au Solterra puis au Trail Seeker. Donc, on fait des petits calculs mentaux rapides. Là, on a 10%, 80%. Essentiellement, c'est 70% d'énergie de la batterie qu'on veut ajouter durant la session de recharge. Donc, environ 52 kWh. Et on nous dit 35 minutes, donc on fait 52 divisé par 0.58, qui est l'équivalent de 35 minutes en décimale. Ça nous donne 90 kW de puissance moyenne. Donc on va s'attendre à une courbe de recharge relativement intéressante, mais au-delà de 30 minutes, pour une batterie de cette grosseur-là, ça reste en dessous de la moyenne. Selon nous, là, aujourd'hui, en 2025, il faut être en bas de 30 minutes pour une batterie là, du calibre 75 kWh pour être dans le rapide. Dites-vous que Hyundai fait 18 minutes avec 77 kWh. Ça prend 800 volts. OK. Fait que là, ce que je viens de dire s'applique au Trail Seeker et au Solterra. Assez intéressant. Un autre élément, puis là, ça, je pense que je vais en parler plusieurs fois, puis ça va revenir souvent dans plein d'épisodes, c'est que maintenant, là, pour l'année modèle 2026, le Solterra et le Trail Seeker, nativement, leur port de recharge va être NACS J3400, qui est essentiellement... le nouveau standard nord-américain pour la recharge. Évidemment, dans le fond, c'est Tesla qui a donné le brevet, mais c'est pas vraiment le port Tesla, c'est juste le port SAE J3400. C'est le port que la Société américaine des ingénieurs a décidé qui était le nouveau port standard pour les véhicules électriques qui fait le courant continu et le courant alternatif à même le même port. C'est très bien et ceci veut dire que le réseau superchargeur, lorsque ces véhicules-là seront en vente, sera nativement ouvert puisqu'en réalité, ça va être le même port. Très intéressant, même stratégie que Hyundai a utilisée avec le Ioniq 5 pour le marché américain. Donc là, on a parlé du Trail Seeker. On s'en va voir le Solterra qui, encore une fois, n'est pas disponible au Canada pour l'année modèle 2025, mais 2026, probablement qu'il va être disponible.
Puis, c'est une mise à jour substantielle. Donc, on a des nouveaux moteurs, nouvelle batterie, la même que le Trail Seeker, performance de recharge rapide, préconditionnement pour l'hiver, tout ça est inclus. Par contre, c'est intéressant, il y a un peu plus de niveau d'équipement, il y a un peu plus de granularité du côté du Solterra. Donc, de base, on passe de 200 chevaux à 233 chevaux pour 4 roues motrices, parce que c'est un véhicule qui est seulement disponible 2 moteurs. On a une version XT un peu plus puissante à 338 chevaux. Donc, vous voyez, comme une segmentation, hein? 230 pour le de base Solterra, 338 pour le XT, puis là, quand on va dans le Trail Seeker, on tombe à 375. Très intéressant. Puis tout ça est animé par beaucoup de composants qui viennent du Lexus RZ. En Europe, on a annoncé un rafraîchissement du BZ4X, majoritairement mécanique, qui adopte tous ces éléments mécaniques-là, parce qu'en réalité, ça vient de Toyota, vous comprenez. Hein? Mais là, Toyota n'a pas encore annoncé qu'est-ce qu'elle allait advenir du BZ4X en Amérique du Nord. Je suppose que ça va suivre, parce que là, Subaru a comme... En anglais, on dit « spill the beans ». Ils se sont commis, puis ils ont montré c'est quoi les composants. Mais le BZ4X, c'est la même chose. Ils ne vont pas faire une batterie différente pour l'Amérique du Nord, juste pour le BZ4X. Non. Donc ça, c'est très intéressant. Puis visuellement, on voit que c'est un véhicule qui a été substantiellement changé, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur. Puis on reconnaît même le nouveau système d'infodivertissement qu'on voit dans les véhicules Lexus, qui est beaucoup plus convivial que celui qui était très vieillot dans le BZ4X et le Solterra. Donc ça, c'est le bienvenu. Essentiellement, ce que Subaru et Toyota ont fait ici, ils ont mis à niveau les véhicules pour qu'ils soient réellement compétitifs. Parce que oui, le BZ4X se vend bien sur le marché québécois parce que Toyota est une marque extrêmement bien positionnée au Québec. Les gens apprécient beaucoup ces véhicules-là. Puis Toyota a réussi quand même vers la fin de l'année 2024, début 2025, à vendre beaucoup de ces véhicules-là, probablement à rabais. Et c'est pas fondamentalement un mauvais véhicule, mais c'est un bon... Dans le fond, c'est comme une Leaf qui a 400 km d'autonomie. Là. C'est assez limité, ou c'est un peu comme une Chevrolet Bolt. Il manquait beaucoup d'éléments pour que ce soit un véhicule que nous, on puisse recommander. Achetez-vous ça, posez-vous pas de questions. Ben là, il va falloir les essayer, là, que ce soit le nouveau BZ4X peut-être, et Solterra et Trail Seeker. Mais là, ça semble beaucoup plus complet, surtout que port NACS standard dans le cas, là, des deux nouveaux véhicules électriques Subaru, avec le port NACS, ça devrait faciliter beaucoup de choses. On verra si réellement le port NACS arrive en premier au Canada. C'est compliqué parce que pour le marché canadien, mettons, on prend l'exemple de Hyundai avec le Ioniq 5. Le Ioniq 5, probablement pour une grosse partie de l'année et peut-être pour toujours, va être assemblé en Corée. Et le Ioniq 5 pour les États-Unis est assemblé aux États-Unis. Le Ioniq 9, même chose, va être assemblé en Corée pour le Canada et aux États-Unis est assemblé aux États-Unis pour les États-Unis. Est-ce que le port NACS est un composant seulement disponible aux usines aux États-Unis? Et là, dans le fond, pour le Canada, on va être encore sur le port CCS. Ça serait bizarre que la situation géopolitique actuelle fasse que le Canada soit extrêmement retardé dans la transition au standard J3400. Parce que là, ça va créer encore plus de confusion puis de déploiement de réseaux de recharge rapide. Là. Écoutez, là, j'ai aucune donnée là-dessus, mais je trouve que ça ne ferait pas de sens. J'espère que les usines outre-mer s'équiperont du port J3400 parce que c'est pas une question de faut que ça soit le port NACS, c'est juste que ça prend un port, il faut choisir lequel, ça a été choisi, c'est celui-là. Voilà. Ceci étant dit, c'est, comme je vous dis, c'est un aperçu rapide, là, on ne fera pas 3 heures sur le Solterra et le Trail Seeker, mais pour moi c'était une surprise, je ne m'attendais vraiment pas à ça, donc chapeau à Subaru et en haut Toyota d'avoir mis l'énergie et les fonds nécessaires pour mettre ces véhicules-là à jour quand même après leur troisième année modèle. Donc, c'est assez le fun de voir ça. Écoutez, ça va être des ajouts très intéressants là, dans le marché des véhicules électriques au Québec. Donc, maintenant, on va passer à ma dernière nouvelle du jour. Dans le fond, au Salon de l'Auto New York, à la même place que le Trail Seeker a été dévoilé, on a la Kia EV4 berline qui là fait maintenant son entrée là, avec ses spécifications nord-américaines. Donc, on va passer au travers des spécifications. Gabriel vous a déjà parlé du EV4 puis du EV3 dernièrement, mais là, c'est un peu plus concret. On sait même la date là, de mise en vente. Pour les États-Unis, supposez que le Canada, ça va être similaire. Début 2026. Donc, on se donne encore là, un petit 9 mois là, avant d'en avoir là, sur la route au Canada et aux États-Unis. Donc, on va passer pour les choses les plus importantes. Donc,
en ce moment, pour les États-Unis, ce que je vois sur la fiche technique ici, c'est qu'il va avoir une batterie de 58,3 kWh pour la version Lite, la version de base, et une batterie de 81,4 kWh pour toutes les autres versions. 81,4 kWh dans une berline, c'est vraiment une grosse batterie, ça va être très intéressant. 58,3, ça ressemble beaucoup là, à ce qu'on voit à Chevrolet Bolt, Kona EV, là, un petit peu plus petit, et mettons les anciens véhicules Tesla qui avaient la batterie autonomie standard. Mais ça n'existe plus en Amérique du Nord. Ce que Kia a dit, là, on va juste parler de... ce que Kia a dit, point de vue d'autonomie, là, on parle de 530 km EPA pour la version longue autonomie. Donc 530 km, c'est rendu assez intéressant. Puis on parle de 380 là, pour la version de base. Je fais des petites conversions rapides, là, mais c'est pas super important si je me trompe de 1 ou 2 km. C'est un véhicule, je vous rappelle, qui est une architecture 400 volts. Donc ça, c'est ce que Hyundai va utiliser pour segmenter sa gamme. Quand je dis Hyundai, c'est Hyundai Kia. Là. Segmenter la gamme. Et aussi, ça diminue les coûts. Parce que 800 volts, c'est un peu plus cher là, à implémenter, les composants, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va avoir un impact direct sur la recharge rapide. Mais c'est quand même intéressant. 31 minutes, 10%, 80% pour 81,3 kWh, pour 81,4 kWh, puis là, je vais faire mes petits calculs. 81,4 divisé par 81,4 multiplié par 0,70. Donc, on a 57 kWh à mettre dans la batterie dans le 10%, 80%, puis on le divise par 31 minutes, donc c'est 31 divisé par 60 entre parenthèses, ça fait 110 kW de puissance moyenne. Ça commence à avoir du sens. Puissance moyenne de vitesse de recharge rapide. Donc ça veut dire, je soupçonne que ça va prendre une borne avec au minimum 400 ampères pour avoir de quoi qui a du sens, peut-être même 500. On verra bien. Mais c'est bien quand même. Je suis content de voir ça. Là. Évidemment, là, c'est tout pour le marché, c'est tout pour les États-Unis. Puis là, ça devient un peu flou là, ce qui se passe avec le Canada, mais assumons comme avant que quand ça sort aux États-Unis, ça sort au Canada quelques jours ou quelques mois après, pas trop longtemps. Donc ça va être intéressant. Puis écoutez, c'est pas le véhicule le plus beau. Là. Moi, je trouve l'intérieur est super. Là. C'est comme un peu le EV9. Puis ce qu'on a vu aussi des images du EV3, la Kia K4. Donc c'est très très bien harmonisé au travers de la gamme. Mais de l'extérieur, c'est vraiment pas le véhicule le plus joli. Pourtant, Hyundai et Kia, côté design, ils ont été très forts dans les dernières années. Mais là, je trouve que la EV4, occasion manquée d'avoir fait de quoi de très beau. EV3, par contre, super joli. Écoutez, c'est la vie, c'est les goûts sont dans la nature. Je veux mentionner aussi, très intéressant, coefficient de traînée 0.23. Ça, c'est très bon, très compétitif. Donc, ça devrait beaucoup aider. Là. L'autonomie annoncée est longue, mais ça devrait soutenir que, évidemment, c'est un véhicule qui est optimisé pour l'efficacité. Ça, je suis très content de voir ça. Donc, ça fait un peu le tour, des petites nouvelles en rafale. Donc, c'est pas fini. Les véhicules électriques, il va quand même en avoir. C'est pas parce que en ce moment, il y a plein de soubresauts géopolitiques ou dans l'économie que c'était juste une mode. Je veux dire, les changements structurels d'infrastructures et de chaînes d'approvisionnement nécessaires pour faire cette transition, ils ont été faits et ils sont en train d'être faits. Puis c'est long, puis ça prend plus de temps qu'on s'attendait. Mais encore une fois, ça ressemble encore à notre prédiction de 2027-2028 où est-ce que ça va juste être un pour un véhicule thermique ou un véhicule électrique, là, d'un point de vue de convivialité, le prix, l'accessibilité, tout ça. Mais quand même, ça va être une belle entrée. Je ne m'avancerai pas encore sur le prix pour le Canada, mettons de la EV4 de base. Là. Je sais pas. Le dollar canadien est faible. Ça a un gros impact. Je m'attends pas à ce que ce véhicule-là se détaille en bas de 45 000 $ canadiens. Je m'attends pas mal à du 49 999 puis ça finit que tu sors quand... Ça va être plus cher qu'on pense, je crois. J'espère être surpris, mais je gagerai pas ma maison là-dessus. Puis pour ce qui est Solterra, moi je pense que le Solterra va être au même prix qu'il est détaillé en ce moment. Évidemment, le Trail Seeker va être une option en haut. Je pense que ça va se positionner entre le BZ4X et le Lexus RZ en termes de prix. On verra bien. Là, je m'attends que ce soit une auto à 55 000, 60 000 en montant. Évidemment, c'est sûr que là, on est dans une situation où on est très, très, très désavantagé là, des produits qui sont importés de l'étranger là, de par la faible valeur du dollar canadien là, en ce moment, là, en début 2025.
Ça fait le tour. Espérant que vous avez aimé. Évidemment, c'est des petits podcasts là, que je fais là, ad hoc comme ça. Quand j'ai des petites nouvelles intéressantes à vouloir vous partager, n'hésitez pas à nous faire un petit like, laisser des commentaires, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. On est proche de 21 000 abonnés, c'est super le fun. Puis on a plein de nouvelles choses à vous présenter dans les prochains mois. Donc, c'était Alexandre pour Plus de Millage. On se laisse là-dessus.